Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié au sujet de décarbonation et axé sur le sujet des foncières, donc qui a pour titre Trajectoire de décarbonation et réglementation, quelle création de valeur pour mes actifs. Donc je suis Pascal Bousquet et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire. Je suis responsable de l'animation commerciale chez Crédit Agricole Transition Énergie et j'ai le plaisir d'accueillir Marie Martin, qui est ingénieure senior en efficacité énergétique chez R3. Enchanté à tous. Et Benjamin Augier, qui est coordinateur des partenariats également chez R3. Bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer cette présentation, je vous propose le déroulé du webinaire qui démarrera par les enjeux et le contexte réglementaire pour comprendre justement les enjeux liés à l'activité des foncières. Nous aborderons ensuite le sujet de levier de performance énergétique et économique pour arriver ensuite à des cas de foncières avec deux exemples concrets qui nous permettront d'illustrer les présentations. Et enfin, nous aborderons une phase de questions-réponses. Et donc pour ce faire, je vais vous inviter, vous en avez la possibilité, de poser vos questions à travers l'outil. Peut-être avant de démarrer une présentation de Crédit Agricole Transition Énergie, donc qui est une des deux nouvelles filiales du Crédit Agricole dont l'activité a démarré en 2024 avec certains sujets qui étaient préalablement engagés autour du financement des transitions, mais de nouvelles activités sont venues conforter. Tout simplement, je vous donne à travers cette page le lien vers notre nouveau site internet qui vous permet de voir à la fois les missions de Crédit Agricole Transition Énergie et les actualités récentes. Je voudrais aussi, avant de démarrer, vous présenter l'organisation du groupe Crédit Agricole autour des sujets de transition. Les caisses régionales que vous voyez sur la carte à droite ont recruté chacune et plusieurs parfois conseillers en transition énergétique qui sont à vos côtés, les entreprises, pour pouvoir engager vos sujets de transition. Ces conseillers en transition énergétique sont en appui des chargés d'affaires, votre contact premier en caisse régionale, et ensemble, ils peuvent vous mettre en relation avec des partenaires, qu'ils soient nationaux ou locaux, en capacité de vous accompagner sur vos projets. Et donc aujourd'hui, nous avons avec nous R3, partenaire stratégique pour Crédit Agricole Transition Énergie et pour le groupe Crédit Agricole, qui intervient sur des sujets d'efficacité énergétique, RSE et décarbonation notamment. Et je vais laisser Benjamin compléter cette présentation de R3 avec lequel nous allons dérouler cette présentation aujourd'hui. Merci Pascal. Pour vous présenter succinctement R3, donc R3, nous sommes une société multi-experte sur l'ensemble des enjeux de transition aujourd'hui avec une volonté propre, c'est de relier l'économie à l'écologie, de concilier à la fois la performance économique et la performance environnementale et sociale de vos actifs et de vos structures. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on dispose d'équipes qui sont multi-expertes, des consultants, des ingénieurs, qui se déploient à travers 3 pôles d'expertise que vous pouvez voir donc sur la partie gauche. Donc un pôle dédié aux enjeux autour de la RSE, mise en place de stratégies RSE, la décarbonation, mesure de l'empreinte carbone, accompagnement à la mise en place de feuilles de route de décarbonation, et puis l'ensemble aussi des enjeux de performance énergétique et de production d'énergie renouvelable, dont on va beaucoup parler aujourd'hui ensemble. 2 leviers d'accélération pour vous aider à mettre en place les différents projets sur lesquels on vous accompagne. D'une part, le financement, puisque bien évidemment, c'est vous faciliter le passage à l'action. Et donc pour ça, on a les solutions de financement que nous mettons en place aux côtés du groupe Crédit Agricole. Et d'autre part, les subventions ou les sources de financement privé à disposition pour limiter au maximum votre reste à charge. Le deuxième, c'est bien évidemment le digital, des outils digitaux qui vont nous permettre justement de mesurer, de piloter, de reporter l'ensemble des actions et des projets que nous allons pouvoir déployer à vos côtés. Aujourd'hui, l'expertise R3, elle se déploie sur du multisectoriel.
On a eu la chance d'accompagner depuis un peu plus de 4 ans 1400 clients, donc vous pouvez le voir sur tout type de secteur d'activité. Ça nous donne la capacité de pouvoir intervenir sur tout type de site, tout type d'assets, quels que soient les sites que vous avez en portefeuille, donc sur du transport, de la logistique, des sites également sur le secteur de la santé, notamment des cliniques et cliniques privées, également l'hôtellerie, le retail, l'immobilier commercial. Voilà, en tout cas, une capacité de projection, quelle que soit la nature des sites que vous pouvez avoir à disposition. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marie pour nous parler du contexte réglementaire. Super, merci Benjamin. Donc un rappel réglementaire sur justement toutes les réglementations autour de la performance énergétique et des productions d'énergie renouvelable. On a un certain nombre d'obligations réglementaires, notamment qui visent à réduire les consommations énergétiques, mais qui visent également à installer un certain nombre d'équipements, donc voilà, que ce soit de la performance énergétique ou de la production d'énergie renouvelable. Donc la première réglementation dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire vise à réduire les consommations énergétiques du secteur tertiaire. Donc il est obligatoire pour tous les bâtiments qui hébergent plus de 1000 m² d'activité tertiaire de déclarer annuellement leur consommation énergétique sur une plateforme de l'ADEME. Tous les propriétaires et les locataires de ce type d'actifs doivent également réduire leur consommation énergétique. On a bien une notion de co-responsabilité sur cette réduction de consommation énergétique. Donc il faut atteindre moins 40% à échéance 2030, moins 50% à échéance 2040 et moins 60% à échéance 2050 par rapport à une année de référence qui aura été définie au préalable. Donc c'est des ambitions quand même assez élevées, avec vraiment des notions d'obligation, de réduction, d'obligation, de mise en place de moyens pour obtenir ces résultats-là. Une deuxième réglementation aujourd'hui, c'est le décret BACS qui vise l'obligation d'installer une gestion technique du bâtiment. Donc ça va être un outil qui va vous permettre de mieux piloter, réguler vos équipements en fonction des besoins du bâtiment, en fonction de l'activité, de l'intensité d'usage sur site. Donc c'est tous les bâtiments non résidentiels qui possèdent un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'une puissance supérieure à 290 kW qui doivent s'équiper d'une GTB depuis le 1er janvier 2025. Le seuil, ce critère de 290 kW sera abaissé à 70 kW en 2027. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un grand nombre de bâtiments non résidentiels qui vont devoir s'équiper d'une GTB et donc intrinsèquement réaliser des gains énergétiques vu qu'on vient au mieux piloter le fonctionnement des équipements et donc réduire la consommation énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, on a également la loi d'orientation des mobilités qui oblige les parkings à installer des bornes de recharge. Donc, il faut équiper 5% des parkings qui font plus de 20, qui ont plus de 20 emplacements. Donc voilà, donc il y a aussi l'installation d'IRVE, donc d'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. En 2026, c'est pas forcément une obligation réglementaire, mais c'est quelque chose qu'on voulait vous rappeler. On va avoir le dispositif de l'Arenh qui va être supprimé. Et donc, cela va induire une augmentation des consommations, enfin des factures énergétiques. Donc, il va falloir bien faire attention à se rapprocher de votre fournisseur d'électricité pour s'assurer que votre facture énergétique ne va pas bondir d'un mois à l'autre. On estime que l'augmentation peut être entre 5 et 30% en fonction des contrats et en fonction de ce à quoi vous avez souscrit. Donc, voilà un point quand même important à avoir en tête sur cette augmentation des factures énergétiques. Enfin, et pour finir sur ces réglementations énergétiques, on a la loi d'accélération des énergies renouvelables qui, elle, vise donc la solarisation des bâtiments et des parkings neufs comme existants à différentes échéances. Donc, il y a deux typologies d'obligations dans cette loi-là. Il y a la solarisation justement de tous les parkings extérieurs, donc avec un seuil d'assujettissement à 10 000 m² depuis 2026 qui va être abaissé à 1 500 m² en 2028. Et la solarisation des toitures justement des bâtiments notamment commerciaux de solarisation ou de végétalisation des toits. Je vais y revenir juste par la suite. On précise ce point-là. Exactement. On souhaitait revenir un peu plus précisément sur la loi d'accélération des énergies renouvelables parce que c'est une loi qui est assez mouvante en ce moment. Il y a un certain nombre de décrets qui ont pu sortir récemment. Donc déjà, elle est construite en fonction de la typologie de l'actif et du parking, s'il est neuf ou s'il est existant. Donc s'il est neuf, les dates d'échéance, d'assujettissement sont déjà passées finalement.
pour tout ce qui va être bâtiment existant et parking extérieur existant, il y a une évolution de la réglementation. Au début, c'était pas forcément dit explicitement que c'était bien une notion en termes de solarisation du parking et de la toiture, si jamais il y avait un parking ouvert au public. Voilà. Donc là, il y a vraiment la notion il faut avoir un projet global où on vient solariser, mettre en place du panneau photovoltaïque en toiture et en ombrière. On a également un certain nombre de pénalités qui ont été définies, notamment si on n'équipe pas encore donc les parkings. Concernant la toiture, cette pénalité est encore à définir. Peut-être d'aborder le sujet du S21 qui aussi amène des discussions. Exactement. On a vu paraître le décret du S21 le 26 mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce décret-là? Avant la parution de ce décret, pour toutes les centrales photovoltaïques qui avaient une puissance installée comprise entre 100 kW crête et 500 kW crête, on avait la connaissance du prix, du tarif de revente de l'électricité sur le réseau. Donc dernièrement, il était à 105 € par mégawattheure. Donc ça, c'était un tarif qui est fixé trimestriellement par EDF-OA. Donc il y a une certaine facilité administrative à mettre en œuvre ce type de projets qui ne sont pas forcément très conséquents et donc vraiment assez simples à mettre en œuvre, sur des durées de contrat d'environ 20 ans. Donc on avait une fiabilisation de ce tarif de revente qui permettait d'assurer finalement, de garantir un revenu, peu importe si même le bâtiment était occupé ou non. Après la parution du décret qui a donc modifié ces notions-là, on sait que donc, le prix est encore fixé à 95 € par mégawattheure jusqu'en juillet 2025 et qu'à la suite de cela, il sera inconnu dans le sens où il devra être défini. On devra passer par un appel d'offres à chaque fois auprès de la CRE. Donc ça ajoute une certaine complexité administrative pour justement bénéficier de ce tarif de revente et surtout qu'il n'est pas fiabilisé et il a une très forte tendance à la décote depuis qu'il a été mis en place. Donc, quelles vont être les conséquences à l'issue de la mise en place de ce décret? On a la revente de surplus qui ne va plus être si avantageuse et une certaine incertitude qui va voir le jour, qui est plus importante qu'auparavant. Donc maintenant, comment faire justement pour avoir des projets de photovoltaïque avec des temps de retour sur investissement importants? Nous, on préconise fortement de maximiser l'autoconsommation pour justement en faire un levier de performance économique et énergétique. Donc, c'est nécessaire d'avoir un bon dimensionnement de vos centrales pour justement pour en faire une stratégie de solarisation de vos bâtiments. On va regarder la performance. Là, on est plutôt sur le photovoltaïque. Donc, c'est l'extérieur finalement des bâtiments. Mais vous vous intéressez aussi aux aménagements d'efficacité énergétique à l'intérieur des bâtiments. Et je peux peut-être d'ailleurs amener la prochaine présentation qui présente votre approche. Exactement. Donc, quelle est notre approche dans toute la partie actif immobilier? Comment est-ce qu'on arrive à relier la performance financière avec la performance durable, que ce soit en matière énergétique ou de décarbonation, avec une approche pragmatique et stratégique? Alors déjà, on a une première étape qui consiste à la réalisation de diagnostics énergétiques et de décarbonation. On va vraiment venir se déplacer sur site, regarder à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur du bâtiment pour justement optimiser le dimensionnement des projets, que ce soit déjà sur la performance énergétique, donc réduire le talon de consommation, pour ensuite venir plugger des systèmes de production d'énergie renouvelable liés à une consommation qui aura déjà été optimisée. Donc ça vous permet de faire des gains énergétiques et sur vos factures assez importants et surtout optimisés. Donc une fois qu'on a réalisé cette étape de diagnostic, on arrive avec une liste d'actions qu'on préconise et qu'on va pouvoir venir prioriser et cadencer avec nos clients, avec des foncières par exemple. On les projette sur différents montages financiers possibles pour vraiment justement donner cette vision coût, temps de retour sur investissement, quelles vont être les subventions, quelles vont être les solutions agiles de financement qu'on va pouvoir développer. On y viendra juste après. Donc ça, c'est encore une fois la partie très feuille de route, très diagnostic, avant-projet. On a toute une partie ensuite sur vraiment l'opérationnalisation, la mise en œuvre des actions qu'on vient préconiser. On vient réaliser l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc R3 fait le projet de manière clé en main et on propose donc justement des solutions de financement, par exemple des SPV, qui sont des véhicules spécifiques financiers où on peut nicher l'entièreté de vos projets d'efficacité énergétique ou projets de production d'énergie renouvelable. Toutes ces étapes-là, ça nous permet vraiment de venir sécuriser les gains de notre approche et de venir finalement créer une valeur ajoutée économique et environnementale à vos projets.
R3, derrière, est en mesure de vous garantir l'atteinte des objectifs, que ce soit les objectifs réglementaires, que ce soit le décret tertiaire, que ce soit la trajectoire CRREM, donc de décarbonation de vos actifs, ou encore de maximiser vos gains énergétiques et économiques, justement en allant chercher, pourquoi pas, plus de subventions. On vient également financer l'entièreté de vos actifs, donc les équipements que vous allez devoir renouveler. On sécurise vos investissements auprès de vos investisseurs. Et enfin, on vient justement évaluer la valorisation de vos actifs vraiment à leur cession suite à la réalisation de ces travaux. Mais j'en dis pas plus car je laisse Benjamin détailler ces prochaines étapes. Et les leviers de performance que vous allez pouvoir détailler. Peut-être j'en profite juste avant, les premières questions arrivent et pour tous les inscrits, les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin de la session questions-réponses. Merci Pascal. Peut-être pour rentrer dans le détail de la méthodologie aujourd'hui qu'a commencé à présenter Marie, donc quand on parle effectivement de projets d'efficacité énergétique, de décarbonation pour un actif immobilier, aujourd'hui on fonctionne en 4 grandes étapes qui s'affichent sur votre écran. Donc, Marie en parlait, la première étape assez traditionnelle, voilà, déjà c'est partir d'un diagnostic, une situation de référence. Situation de référence que vous avez déjà peut-être par ailleurs à disposition à travers un audit ou des diagnostics que vous avez réalisés et sur lesquels on peut capitaliser. L'objectif en tout cas nous c'est que nos ingénieurs en efficacité énergétique se déplacent sur site une demi-journée, une journée suivant la nature de vos sites pour à la fois prendre connaissance de l'ensemble des équipements, du bâti et de pouvoir recueillir l'ensemble de vos données de consommation. L'objectif à travers cette première étape de diagnostic, ça va être de pouvoir finalement identifier l'ensemble des gisements d'économie d'énergie, voire de dimensionnement de projets photovoltaïques et de vous les restituer ensuite au sein d'une feuille de route, donc d'un schéma directeur dans lequel on va venir lister l'ensemble de ces actions qu'on aura identifiées. Ces actions ensuite seront bien évidemment classifiées par impact sur votre consommation énergétique, par impact en matière de décarbonation et sur l'impact financier, donc en intégrant bien évidemment le coût et les économies générées pour pouvoir calculer un retour sur investissement. On intègre également des éléments relatifs à la faisabilité opérationnelle, puisqu'on sait que c'est un critère qui peut rentrer en compte lors de vos sites vis-à-vis de vos locataires. Donc voilà, en privilégiant par exemple les travaux qui perturbent le moins l'activité de vos différents locataires. Donc à partir de ces éléments, comment dirais-je, de notation, on va donc prioriser les actions qui vont cocher le plus de cases par rapport à vos objectifs prioritaires, donc l'environnemental, l'économique ou la faisabilité opérationnelle, et donc de nous retrouver avec un cadencement finalement des actions qui vous auront été proposées. Pour l'ensemble des actions qui vous sont proposées, on vient aussi identifier le montant des primes C2E à votre disposition. De cette manière, vous avez vraiment une vue complète et transparente du reste à charge pour chaque action qui vous est proposée. À partir de la feuille de route, finalement, s'installe un dialogue pour savoir si vous souhaitez qu'on mette en œuvre à vos côtés donc un contrat de performance donc finalement sur lequel R3 va venir s'engager à atteindre des objectifs qu'on va se fixer à la fois en matière d'optimisation de votre consommation énergétique et de réduction de l'empreinte carbone qui est associée. Et pour ce faire, on va vous accompagner donc à travers une prestation complètement clé en main d'exécution du plan d'action qui vous aura été préconisé. Donc R3 finalement prend la casquette d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour dimensionner au mieux les équipements, sélectionner les prestataires, être finalement votre chef de chantier par rapport aux différents projets qu'on aura pu identifier et s'assurer de la conformité des installations et des équipements qui vous seront livrés. En parallèle, R3 s'occupe également de toute la partie administrative, notamment pour la recherche et le montage des dossiers C2E, et pour vous assurer effectivement de la maximisation des primes que vous pourrez toucher sur les différents projets qu'on mettra en place. Dernière étape, le suivi et le reporting, bien évidemment. R3 prend un engagement de performance, donc on s'assure également à travers nos outils digitaux et la mise en place donc d'un performance manager de la performance et de la réduction des objectifs qu'on se sera fixés et garantir le pilotage également du site dans la durée. On va vous montrer sur la slide suivante
quelques illustrations de livrables qui sont mis à votre disposition dans le cadre de ce type de prestation. Donc, sur la partie gauche de votre écran, vous pouvez voir donc notamment le schéma directeur avec plusieurs scénarios techniques étudiés dans le cadre d'un de nos clients, avec notamment voilà, des scénarios sur de la rénovation énergétique et des scénarios notamment autour de l'installation de panneaux photovoltaïques. La matrice de notation qui vient justement permettre de prioriser les actions suivant vos grands objectifs comme je le listais. Et sur la partie droite, le détail du schéma directeur et des fiches actions opérationnelles qui sont mis à votre disposition. C'est-à-dire que pour chaque action, on vous met à disposition un livrable qui vous explique, on va dire, la faisabilité opérationnelle et les impacts associés. Ensuite, pour peut-être détailler, si jamais vous avez uniquement un projet, on va dire, de déploiement d'une centrale photovoltaïque pour vos sites, on peut bien évidemment le traiter. On n'est pas obligé d'avoir une approche globale de performance énergétique, même si c'est notre recommandation. On peut traiter en tout cas un projet solaire de manière dédiée. Donc finalement, on va venir retrouver notre 4 grandes étapes, nos 4 phases, qui diffèrent un tout petit peu, puisque la première partie donc, va être concentrée finalement sur l'étude de votre avant-projet, donc c'est-à-dire finalement d'identifier, de prédimensionner, on va dire, les différents scénarios en fonction de ce que votre site peut permettre d'accueillir et des potentiels associés à chaque scénario, et de pouvoir vous proposer un ensemble d'études donc technico-économiques incluant les solutions de financement mises à disposition par R3 et le groupe Crédit Agricole et les éventuelles subventions qui peuvent être associées. Dans un deuxième temps, on peut vous accompagner sur la réalisation du dossier de consultation, c'est-à-dire qu'on va vraiment écrire, on va coécrire finalement votre cahier des charges et vous proposer d'analyser l'ensemble des propositions techniques et financières qui vous seront transmises par vos partenaires ou par des partenaires qu'on aura pu interroger, et de sélectionner ou de challenger en tout cas ces installateurs pour arriver finalement sur le dimensionnement idéal, adéquat pour votre site et vos consommations, puisque l'objectif, on le rappelle, c'est vraiment de maximiser l'autoconsommation. À partir de là, finalement, le même dialogue que sur la partie précédente. On discute sur votre besoin d'un accompagnement sur l'exécution du projet, et donc sur lequel R3, encore une fois, peut vraiment vous proposer une prestation clé en main d'un bout à l'autre du projet, en assurant le suivi de chantier, on va dire la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, nous assurer de la conformité de la centrale qui vous sera installée, vous proposez également, bien évidemment, des solutions de financement adaptées en lien avec le groupe Crédit Agricole, et de pouvoir nous assurer dans le temps du suivi et de la production de votre centrale photovoltaïque, en garantissant à la fois la performance et bien évidemment aussi le déclenchement de la maintenance en cas d'anomalie de production. De la même manière, on va vous montrer là sur l'écran donc voilà quelques illustrations d'un accompagnement donc photovoltaïque avec à la fois donc les avant-projets ou les différents plans d'affaires, études et comment dirais-je, précisions sur le retour sur investissement ainsi que sur l'amortissement des différents scénarios qui vous sont proposés. L'exemple, Benjamin, est axé sur un investissement photovoltaïque, PV, dans la méthode et puis également sur cette page. On peut imaginer bien sûr que votre accompagnement concerne aussi bien un investissement à l'extérieur de la foncière, sur le parking ou même en toiture, mais aussi tous les investissements qui se font à l'intérieur de l'immeuble, du remplacement de matériel par exemple, du financement d'équipements nouveaux. C'est la même méthode. Tout à fait. Pour la partie plutôt performance énergétique, c'est plutôt la première partie que je mentionnais sur on va dire la réalisation d'un diagnostic avec la visite de nos ingénieurs sur site et la construction d'une feuille de route qui va venir lister effectivement l'ensemble des actions. Ça peut être l'installation d'une GTB, Marie cite le décret BAX sur la partie réglementaire, ça peut être l'ensemble des autres équipements internes au site qui vont permettre justement de générer de l'efficacité énergétique et un gain carbone sur la consommation du site. Merci à tous les deux pour cette première présentation à la fois de la réglementation et de la méthode. On peut maintenant passer sur des cas concrets. Marie, avec un premier exemple d'une foncière dans le secteur de la logistique, je crois. Exactement. Donc, on a un premier exemple à vous détailler aujourd'hui. Donc, c'est une foncière qui avait acquis un site de plus de 30 000 m², donc un entrepôt logistique. Ils avaient plusieurs enjeux auxquels il fallait répondre. Un premier enjeu, c'est sur toutes les réglementations que j'ai pu vous lister.
toutes les réglementations énergétiques, mais également les ambitions environnementales dont ils disposaient. Donc, à savoir, ils avaient la volonté d'avoir une trajectoire CRREM à échéance 2050, donc vraiment suivre la trajectoire définie par l'accord de Paris de limiter le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ils voulaient également se faire certifier BREEAM in News. Donc, BREEAM in News, c'est une certification anglaise à la base qui est assez similaire à tout ce qui va être HQE. Donc, on va venir d'autant plus regarder dans le BREEAM in News vraiment l'usage du bâtiment, quelle va être la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets. Vraiment regarder tous les fluides autour du bâtiment et de voir comment est-ce qu'il a été conçu, comment est-ce qu'il consomme. Donc là, c'était vraiment le premier point, c'était de chiffrer, de faire une feuille de route qui permettait de répondre à toutes ces réglementations-là. Le deuxième axe et enjeu, c'était vraiment d'analyser donc les risques, les investissements apportés, mais également quels étaient les gains possibles pour le bailleur et pour les locataires, enfin pour le locataire d'ailleurs, en l'occurrence, pour ce cas-là. Donc voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire plusieurs scénarios avec plusieurs ambitions et de mesurer un peu plus via une matrice coût-risque quels étaient les investissements apportés. Le dernier point, via la rénovation énergétique de son bâtiment, c'était de renforcer la compétitivité justement de ce site-là pour se différencier notamment des autres sites dans la région et attirer de nouveaux locataires et donc ainsi gagner une certaine part de marché. Donc, quelle a été la valeur ajoutée de R3 ? Donc, nous, on a pu apporter 3 grands axes majeurs. Déjà, une vision holistique avec une approche déjà énergétique et carbone et financière. Donc, on venait vraiment relier tous les enjeux pour les adresser autour de la même table de manière très opérationnelle. Donc, vraiment fournir des solutions pour chacun de ces piliers. On a également pu apporter notre expertise sur les mix énergétiques et notre capacité à suivre le projet, notamment grâce à la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qui nous permet de suivre le projet clé en main, vraiment de toutes les étapes du projet, avec une vision agnostique. Comme on le disait, on n'est pas fournisseur de matériel, on ne vend pas d'énergie. Donc on a vraiment un certain nombre de prestataires, de partenaires avec lesquels on a déjà l'habitude de travailler, ou on est aussi ouvert évidemment à travailler avec de nouveaux prestataires, si jamais vous avez déjà des prestataires que vous aimez bien solliciter et qui travaillent pour vous très bien. Donc on aime bien reprendre aussi tout votre écosystème, les challenger, travailler avec eux si jamais ils sont très compétents dans ces domaines-là. Le dernier point, c'est un financement donc agile avec une dette portée par R3. Donc, on peut également envisager à chaque fois s'il est possible ou non de déconsolider ces investissements. Et donc tout ça, ça va permettre aux clients de conserver ces capex, de les transformer en opex, et donc de justement réinvestir peut-être un peu plus tous les investissements qu'il avait prévus dans son BP sur une autre stratégie d'acquisition, sur justement étendre son marché, peut-être faire un peu plus d'investissement dans des projets d'RSE, on a des temps de retour sur investissement peut-être un peu moins palpables. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de réinvestir aussi toute cette trésorerie qu'on aura préservée sur des projets ambitieux. La déconsolidation que vous évoquiez justement à travers une société dédiée, une société projet type SPV, qui permet de loger les actifs sur lesquels on va financer. Exactement. Je profite de cette plaque pour peut-être vous faire éclairer l'acronyme CRREM pour nos participants, de nous préciser de quoi il s'agit. Alors donc peut-être expliquer la différence entre CRREM et BREEAM notamment. Donc CRREM, ça va vraiment être un outil qui sert à monitorer et à suivre la trajectoire de décarbonation d'un site par rapport aux facteurs d'émission de son pays, par rapport aux consommations énergétiques de ce site-là. L'objectif derrière, c'est vraiment de projeter les travaux, les modifications d'équipements qu'on va faire sur place pour ensuite identifier si notre site va être conforme à la trajectoire donnée par l'accord de Paris. Donc on a plusieurs types d'ambitions. On peut être ambitieux à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle ou 2 degrés. Et donc c'est vraiment un outil qui est en libre service, qu'on aime bien utiliser parce que ça permet d'avoir cette notion un peu plus qualitative, un peu plus vraiment axée sur la décarbonation. Tandis que tout ce qui va être BREEAM, HQE, etc., ça va vraiment être des certifications propres au bâtiment, à son usage, aux fluides qui vont tourner autour du bâtiment et dans leur consommation et dans leur usage. La trajectoire CRREM, autrement dit, permet aux dirigeants des foncières qui sont avec nous de regarder s'ils sont dans la bonne trajectoire
pour 2030-2050 par rapport aux ambitions qui sont fixées. Exactement. On vient projeter la situation actuelle de référence pour voir quand est-ce que notre trajectoire n'est plus conforme avec celle basée sur l'accord de Paris. Et ensuite, on peut venir justement projeter différents scénarios pour voir jusqu'à quelle année cela nous amène. Alors, regardons peut-être maintenant de façon plus précise sur ce projet. Comment vous avez accompagné la foncière? Donc on avait tout d'abord réalisé une visite sur site, donc ce fameux diagnostic énergétique et feuille de route. On avait pu étudier 3 grands scénarios avec des indicateurs chiffrés et différents pour chacun des scénarios. Donc on avait un premier scénario où on mettait en place une pompe à chaleur avec de la relève gaz. Donc on gardait le système de chauffage au gaz sur site. Donc ça nous permettait déjà de faire un certain nombre de gains en optimisant le chauffage. On pouvait déjà réaliser un switch énergétique vu qu'on venait passer la majorité de la production de chauffage sur un système électrique. Et on venait également installer du photovoltaïque en ombrière, ce qui nous permettait également aussi de pallier la surconsommation d'électricité qui était liée au fait d'installer une pompe à chaleur sur site. Donc tout ça, ça nous donnait un investissement total de 1,2 million avec plus de 200 000 euros de subventions générées, un gain sur les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de moins 55% sur les scopes 1 et 2 et une réduction de la consommation énergétique de 35%. Donc ce scénario était, on va dire, le scénario le moins ambitieux, mais celui avec le moins de capex à apporter, car il ne nous permettait pas forcément d'obtenir une trajectoire crème la plus lointaine possible, ni même d'être le plus en cohérence avec les objectifs de décret tertiaire. Mais c'était quand même un scénario qu'on souhaitait proposer et préconiser à notre client pour montrer quel était vraiment le champ des possibles. Le deuxième scénario qu'on a pu préconiser, c'était donc de la mise en place de pompes à chaleur aérothermiques venant remplacer et éradiquer totalement la consommation de gaz sur site. Donc là, on venait réaliser un switch énergétique, on venait refaire à neuf la totalité du système de distribution et d'émission de gaz du site. Donc vraiment avoir un site, une refonte à neuf finalement. Et on venait également installer donc, des panneaux photovoltaïques en ombrière sur une centrale de 500 kW crête. Donc là, on est déjà sur un investissement un peu plus conséquent, avec des subventions de l'ordre de 300 000 euros pour 1,8 million de capex, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65% et avec un gain énergétique plus élevé de l'ordre de 40% par rapport à la consommation énergétique totale du site. Et enfin, le dernier scénario qu'on a souhaité préconiser, un scénario un peu plus innovant, qu'on aime également pousser quand il y a du potentiel, c'est donc la mise en place de pompes à chaleur géothermiques qui donc là, pour le cas de ce client-là, il y avait vraiment un fort intérêt. Et une possibilité localement de faire ce type d'investissement. Exactement. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aime bien regarder. On regarde vraiment tout le champ des possibles, tous les scénarios techniques qu'on pourrait réaliser. Et donc, on leur avait chiffré également ce scénario-là. Donc là, on avait quand même 2 millions d'investissements, mais on venait décarboner presque au maximum les scopes 1 et 2 de ce site-là, avec moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre et presque un peu moins de la moitié de réduction des consommations énergétiques du site. Donc si on passe maintenant à on va dire, la synthèse un peu plus qualitative qu'on a réalisée à l'issue de la préconisation de ces 3 scénarios, on a pu notamment modéliser toute la trajectoire décret éco-énergie tertiaire pour vraiment montrer quels objectifs venaient cocher chacun des scénarios. Donc à savoir, les scénarios 1 et 2 permettaient de cocher l'échéance 2040, tandis que le scénario 3 permettait de s'engager jusqu'en 2050. On a également regardé donc, sur la courbe de droite, là où vous allez voir les trajectoires crème, justement avec en vert la trajectoire à respecter. La première courbe qui est la trajectoire actuelle, donc qui montre qu'il y a un certain nombre d'excédents d'émissions de gaz à effet de serre, c'est toute la partie un peu plus bleue qui s'affiche à l'écran. Et les 2 ronds suivants représentent les scénarios 1, 2, 3. Donc avec le scénario 3 qui permettait d'obtenir un crème 2050, tandis que les scénarios 1 et 2 étaient plutôt sur 2040. On a également apporté une autre vision à notre client, à cette fameuse foncière, de simuler l'évolution de la facture énergétique de son locataire en cas d'inaction. Donc, qu'est-ce qu'on entend en cas d'inaction? On entend vraiment si aucun investissement n'est mené sur site, s'il n'y a pas de remplacement des équipements et s'il n'y a pas un pilotage des équipements adéquat, quel va être le coût finalement représenté par cette inaction-là pour le client.
Et on a finalement donc synthétisé l'ensemble de ces réglementations par scénario pour vraiment donner une vision complète et globale pour arbitrer plus finement sur le choix éclairé à réaliser. Avec justement la liste de l'entièreté des réglementations auxquelles le site était assujetti. Donc j'ai commencé à en citer un certain nombre. Donc on avait toute la partie décret BAX, loi d'accélération des énergies renouvelables, etc. Enfin, on avait restitué également un outil d'aide à la décision sur justement le calcul de la création de valeur suite à la réalisation de ce type de travaux et justement le partage de la valeur possible, car quand on parle de travaux de rénovation énergétique, d'efficacité énergétique, on vient réaliser des gains sur la facture énergétique, sauf que ces gains-là vont être perçus par le locataire et non pas par la foncière qui elle-même va porter les investissements. Donc il y a tout un jeu de vases communicants justement à venir chercher et des modèles à proposer, des solutions un peu innovantes à proposer à nos clients sur ces sujets-là. Je vais saisir, Marie, une question qui a été posée par un des participants. Je remercie pour cette question, qui nous indique, mais vous allez le détailler, le bailleur investit 1,2 million d'euros, mais le loyer reste le même. Entre parenthèses, les baux commerciaux sont ainsi faits. Où est la renta pour le bailleur qui investit pour réduire les consos de son locataire ? Alors, c'est une excellente question. Et justement, c'est quelque chose qu'on voit toujours au cas par cas, en fonction de chaque client, parce que chaque client a évidemment un modèle différent de fonctionner, même une relation avec son locataire qui peut être différente. Donc, nous, on préconise majoritairement justement d'écrire des avenants au contrat de bail actuel pour venir justement apporter un surloyer, mais qui ne dépasse pas les économies d'énergie qui vont être réalisées sur la facture du locataire, pardon. Donc ici, typiquement, c'était le scénario qu'on a adopté. On avait 1,8 million de CAPEX, 300 000 euros de subvention, donc de certificat d'économie d'énergie. Donc un investissement total de 1,5 million. Et sur la durée du bail, on a réalisé un surloyer, ou en tout cas le montant des CAPEX qui aura été remboursé par les loyers à la cession de l'actif était de l'ordre de 1 million d'euros, sachant que le client, le locataire, le bénéficiaire des contrats d'énergie, lui faisait un gain de 1,3 million d'euros sur la durée totale de sa présence sur site. Ce qui fait qu'il a finalement un gain net, un résultat net entre la facture énergétique et le surloyer de plus de 300 000 euros sur la durée du contrat. On regarde également pour la foncière quel va être le gain qu'il va pouvoir réaliser, la plus-value à la cession de l'actif. Donc, pour ce faire, on va reprendre vos chiffres de votre marché, de votre secteur, de votre localisation. On reprend vos hypothèses, vos données à vous, pour justement venir vous projeter dans une estimation de la valorisation à la cession de l'actif, pour justement vous projeter encore mieux sur les scénarios à mettre en œuvre ou non. Donc, suite à la mise en place de tous ces travaux, donc ça nous a permis de mettre en conformité énergétique et environnementale le client avec de plus fortes ambitions environnementales et de réaliser évidemment donc, des gains économiques pour le propriétaire et le locataire via la réduction des consommations énergétiques et via la valorisation du bien à sa cession. Et tout ça, c'est une discussion, justement. Vous mettez autour de la table le propriétaire, le locataire, pour arriver à ces équilibres-là qui font que et le propriétaire et le locataire, avec ces investissements, trouvent un intérêt à conduire le projet. Exactement. On a une question, je la saisis en même temps parce qu'elle touche exactement ce thème. Donc de dire, en général, la foncière n'est pas l'exploitant du site. Donc je ne comprends pas comment c'est un gain potentiel lorsque vous avez un gain en autoconsommation. Mais en fait, voilà, c'est bien l'étude globale du projet qui fait que le propriétaire comme le locataire peuvent trouver un intérêt. Exactement. Il y a plusieurs points. La foncière peut bénéficier éventuellement de la revente de surplus ou alors décider de rétrocéder une partie des gains énergétiques auprès de son locataire. Il y a vraiment plein de modèles qui peuvent être mis en œuvre. On a également des discussions parfois avec les locataires
et les foncières sur justement la répartition des investissements à apporter en fonction de la typologie des équipements. Parfois, il y a certains travaux que la foncière souhaite réaliser versus d'autres travaux qui vont être plutôt à la charge du locataire. C'est aussi des discussions qu'on est amené à avoir justement dans ce format un peu tripartite. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la plupart des réglementations incombent et le propriétaire et le locataire. Quand je pense notamment au décret tertiaire, il y a vraiment une notion de co-responsabilité dans l'atteinte des objectifs de réduction. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire en sorte qu'il n'y ait pas de flou juridique ou même de flou d'entente un peu flou entre le locataire et la foncière pour justement mieux comprendre qui va apporter quelle part du projet, comment est-ce qu'on peut rétrocéder les gains. Voilà. Peut-être pouvoir synthétiser ce cas, peut-être, avant de passer au deuxième. Tout à fait. Donc une dernière slide sur ce cas-là qui vous permet d'avoir un peu plus en tête quels vont être les éléments techniques différenciants de notre proposition. Donc en fait, on vient comparer ici une offre classique dite avec installateur ou intégrateur, si par exemple vous voulez faire un projet photovoltaïque, versus une offre donc SPV par R3. Donc on vient vraiment nicher le contrat de performance, justement le financement de vos installations dans une société, projet, un véhicule financier dédié à tous ces projets-là. Donc via R3, vous allez avoir donc dans la partie déploiement des actions de performance énergétique, mais également de production d'énergie renouvelable, toute la partie engagement contractuel de la réduction de vos impacts. Effectivement, à l'issue de la partie diagnostic énergétique et feuille de route, on vient identifier un potentiel de gain énergétique ou de production environnementale, d'électricité sur lesquels on va venir s'engager contractuellement comme une garantie en fait d'atteinte de ces résultats-là. Donc derrière, si on n'atteint pas ces résultats de manière contractuelle avec vous, on vient dégrader notre prestation de service, donc appliquer un espèce de malus sur justement notre rémunération. Ou à l'inverse, on peut éventuellement aussi penser à un partage de la valeur si jamais on excède et on fait de la surperformance. Donc ça, c'est le premier point que vous n'aurez pas forcément avec un installateur en direct. Ensuite, sur toute la partie un peu plus technique, donc sur les études préliminaires, sur le cahier des charges, sur le dossier de consultation des entreprises, l'alignement technique, etc. Tout ça, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve dans tous les corps de métier. Et donc, bien évidemment, qu'R3 peut vous accompagner sur ces sujets-là. La notion qu'on a commencé à évoquer ensemble, Pascal, c'est justement toute cette partie démarche administrative et discussion tripartite entre le locataire, la foncière et R3. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous justement de mettre au clair tous ces choix à arbitrer ensemble pour trouver la meilleure des solutions pour faire en sorte que vous soyez bénéficiaire, vous comme votre locataire, dans ce type de projet. Et toute la partie suivi reporting que Benjamin a déjà expliqué, donc justement sur lequel on vient réaliser toute la partie consolidation de la data, reporting sur la performance qu'on réalise, s'assurer qu'on est bien dans la bonne trajectoire de la réduction des impacts, qu'on est bien en conformité réglementaire. Donc pour simplifier, pour avoir vraiment cette vision un peu plus synthétique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que via R3, vous avez un projet via une SPV qui vient loger justement l'entièreté de vos actifs, des travaux qu'on va venir réaliser, toute la partie également assistance à maîtrise d'ouvrage, donc vraiment quelque chose de clé en main où vous n'aurez finalement plus qu'à payer une redevance, donc un loyer qui va venir couvrir l'ensemble des coûts du projet, donc les CAPEX et les OPEX. Donc nous, via l'AMO, ça vous garantit la bonne gestion de votre projet, un gain de temps, parce que c'est très souvent un gain de temps qui manque dans vos équipes pour justement passer à l'action, et le fait que ça vous permet de générer des gains supplémentaires parce qu'on reste sur site pendant une certaine période de 5 à 10 ans pour justement s'assurer que les travaux ont bien été mis en œuvre. Parfait. On va peut-être pouvoir passer un deuxième cas maintenant. Peut-être plus rapidement, c'est le cas d'un établissement de santé. Exactement. Voilà, sur lequel vous allez nous proposer aussi l'accompagnement qui a pu être fait. Exactement. Donc, on a également accompagné 3 cliniques donc qui, quand même, sont des sites assez conséquents de plus de 15 000 m² de surface, avec donc des factures énergétiques aussi assez importantes, donc de l'ordre de 500 à 700, 800 000 euros de factures énergétiques au global. Donc, concrètement, ce qu'on a pu mettre en œuvre comme plan d'action sur ces 3 cliniques, il y avait un premier besoin qui était vraiment sur du renouvellement d'équipements avec des groupes frigorifiques qui étaient très vétustes et assez dysfonctionnels. En se déplaçant sur site, on a pu
voire un certain nombre d'autres optimisations possibles de faire qui permettaient d'avoir des gains énergétiques assez importants, de l'ordre de 20 à 30% pour chacun des sites sur et la partie scope 1, scope 2, et également sur la partie purement énergétique en mégawattheure. Donc on avait toute une partie sur l'optimisation de chauffage, sur le remplacement des groupes frigorifiques, l'optimisation des centrales à traitement d'air, parce que c'est aussi un poste qui est très énergivore dans tout ce qui va être établissement de santé, réhabilitation de la GTB pour être en conformité avec le décret BAX, et également l'installation de centrales photovoltaïques en ombrière, pour des investissements à chaque fois compris entre 1,3 million et 2 millions en fonction de la taille, de la complexité et des travaux qu'on préconisait. Donc là, on a bien des investissements à l'intérieur des immeubles et aussi à l'extérieur avec les ombrières. Exactement. Exactement. Et finalement, c'est l'ensemble des investissements qui ont été réalisés sur ce les cas 3 précis. sites. Donc là, on était sur un cas plutôt multisite plutôt que monosite. Benjamin, peut-être pour nous résumer finalement l'ensemble des éléments que nous avons vus avant de passer aux questions-réponses. Oui, bien sûr. Alors, en synthèse, en tout cas pour vous donner la valeur ajoutée apportée par R3 sur vos projets de performance énergétique et de décarbonation. Bon, la première, c'est des solutions qui s'adaptent sur mesure au dimensionnement de vos sites et sur lequel on est en mesure, comme je vous le disais, de nous adapter suivant la typologie de site, que ce soit des bureaux, que ce soit du retail, que ce soit des cliniques, comme on a pu le voir. Aujourd'hui, R3 a une approche multisectorielle complète. La deuxième, c'est vraiment cette capacité à avoir une vue holistique et de pouvoir à la fois mélanger donc une expertise centrée sur la performance énergétique ou la production d'énergie renouvelable de manière très opérationnelle, associée à une expertise en matière de décarbonation et également en montage financier aux côtés du Crédit Agricole pour vous assurer, on va dire, un passage à l'acte qui vous garantisse le ROI le plus intéressant pour vous et vos sites. De la même manière, un tiers de confiance pour votre entreprise, puisque aujourd'hui, donc, R3 ne vend ni maintenance ni équipement. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce regard complètement agnostique. On est là pour être votre tiers de confiance. Et aujourd'hui, le seul finalement critère sur lequel R3 indexe sa rémunération, c'est justement les engagements de performance qu'on prend quant à votre rentabilité sur le projet économique et puis également sur la diminution de vos consommations énergétiques. Et la dernière partie, c'est bien évidemment aussi la capacité de pouvoir déployer donc des outils digitaux qui vont nous permettre justement de nous assurer qu'on atteint les objectifs qu'on va déployer à vos côtés. Merci Benjamin, on a beaucoup de questions, on va venir pour les reprendre toutes. Benjamin, peut-être sur un thème qui vient d'être abordé. La dernière que je vois à l'écran, c'est comment est calculée votre rémunération? Est-elle fonction des économies réalisées ou forfaitaire? C'est l'engagement que vous prenez R3 finalement dans la réalisation des économies qui sont discutées avec le client. Aujourd'hui, et je te laisserai compléter Marie, mais on a toute une partie, donc c'est une prestation, on va dire, de conseil, de service qu'on met à votre disposition, donc dans la partie, les premières étapes, donc dans lequel on va construire la feuille de route, et puis ensuite nous assurer la partie, on va dire, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc là, on est vraiment sur de la prestation de conseil. Et puis, effectivement, on prend un engagement de performance sur les objectifs de réduction énergétique qu'on aura identifiés ensemble. Et donc à partir de là, si on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, donc on peut mettre en jeu une partie de notre rémunération ou de la même manière mettre en place aussi donc un surbonus si jamais donc on dépasse les objectifs qu'on s'est fixés, mettre en place par exemple une solution de partage de la valeur. Si je peux compléter très rapidement, effectivement, la rémunération ne va pas forcément être en fonction uniquement des économies réalisées ou forfaitaires. On va vraiment dimensionner notre rémunération en fonction de la taille et de la complexité du projet, en fait, finalement. Vous allez avoir une partie vraiment assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça va être des jours hommes d'ingénieurs qui vont venir dimensionner le bon déroulé du projet, qui vont venir justement dimensionner les installations. Donc en fonction de chaque projet, de chaque spécificité, on ne va pas avoir le même coût, effectivement. J'ai pris les premières questions, mais avant de poursuivre, vous allez, tous ceux qui êtes avec nous aujourd'hui, voir deux questions apparaître à l'écran. Une première question, et vu le nombre de sollicitations que vous nous proposez, c'est l'intérêt que vous avez trouvé à ce webinaire sur les présentations, que ce soit sur la partie réglementation ou les cas concrets. Voilà, comment vous avez apprécié ce webinaire, une première question. Et la deuxième, pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés, de pouvoir solliciter un rendez-vous avec les équipes d'R3
pour approfondir votre projet. Donc vous en avez la possibilité et donc n'hésitez pas, ça permettra d'approfondir ces questions que vous avez les uns les autres. Donc peut-être pour poursuivre maintenant, comment réduire de 40% les consommations sur un bâtiment qui est déjà en RT 2012 et qui a 3 ans? C'est infaisable de l'avis de notre interlocuteur par rapport à un bâtiment qui a 30 ans. Alors c'est une excellente question et effectivement je ne suis pas rentrée à ce point-là dans le détail du décret tertiaire et de toutes ces complexités. Donc en fait on a, pour être exact, il y a 2 types d'objectifs à atteindre sur la partie décret tertiaire. Soit on vient réfléchir en termes de valeur relative, donc on vient vraiment réduire de 40% par rapport à une valeur de référence, par rapport à une consommation de référence. Donc là c'est pour la plupart du temps sur des bâtiments qui sont assez anciens ou sur des bâtiments où vous avez déjà réalisé des travaux énergétiques. On ne va pas favoriser cette manière-là de fonctionner. Et on a une deuxième possibilité, c'est de fonctionner en termes de valeur absolue. Donc ça va être des consommations énergétiques surfaciques qui vont être définies par décret en fonction de la catégorie d'activité d'usage du bâtiment. Donc ça va être des seuils à atteindre de consommation énergétique, que ce soit des bureaux, que ce soit des entrepôts, peu importe l'activité qui sera dans le bâtiment, on a cette consommation-là qui va être définie. L'objectif derrière, c'est évidemment de ne pas pénaliser les sites qui sont sortis de terre récemment et qui sont déjà très bons de manière énergétique. Donc c'est pour ça qu'il y a ces seuils-là qui ont été définis. C'est justement pour faire en sorte que les sites qui sont sortis de terre récemment puissent bien être en conformité réglementaire. 2 questions qui ont trait au sujet du photovoltaïque, de l'investissement PV. La première sur l'appel d'offres creux simplifié. Est-il valable à partir de 100 kW ou 200 à partir de janvier 2026? C'est la première question. Et la deuxième qui est peut-être à regarder au cas par cas, où l'interlocuteur nous demande comment mettre des panneaux solaires sur des toits de bâtiments anciens qui ne peuvent, je mettrai peut-être un bémol, qui ne peuvent peut-être pas supporter le poids et les normes techniques de sécurité. Donc alors sur la première question, donc aux dernières nouvelles, effectivement, donc ça sera pour toutes les centrales de plus de 100 kW crête pour les appels d'offres simplifiés. Ensuite, sur la deuxième question, sur les panneaux solaires sur des toits de bâtiments anciens, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit vous réalisez une étude de structure, où donc vraiment justement vous allez pouvoir dimensionner le poids que peut supporter votre toiture. Et ensuite vous allez pouvoir soit chiffrer un renforcement de la structure, de votre charpente et de la toiture. Ou alors vous allez avoir la possibilité de mettre en place peut-être des panneaux souples. Nous, c'est une technologie aussi qu'on commence à utiliser sur de plus en plus de clients. Donc, c'est des panneaux qui vont se poser à même la toiture, qui sont beaucoup plus légers que des panneaux photovoltaïques classiques et dont la performance énergétique est de mieux en mieux. Et donc, du coup, les temps de retour sur investissement sont juste toujours meilleurs, donc finalement plus accessibles en termes de coûts qu'auparavant sur un peu ces technologies innovantes. Et le dernier point, c'est vraiment si en cas de renforcement de la toiture, qui serait le coût de ce renforcement-là serait vraiment trop élevé, il y a des certaines conditions pour être exempté justement pour ces réglementations-là. Effectivement, si le projet n'est vraiment absolument pas rentable et que vous devez refaire l'entièreté de votre toiture à des coûts exorbitants, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà un petit peu pour moi les 3 solutions à exploiter. Benjamin, peut-être on a une question sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc proposez-vous également un BGS d'une foncière et quelles sont les principales différences entre le diag énergétique et le BGS d'une foncière, entre parenthèses, et les différents postes diagnostiqués en complément du poste énergie? Alors, la réponse est oui. On peut bien évidemment réaliser également un bilan carbone de foncière. C'est des choses qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser chez R3. Aujourd'hui, les principales différences entre un diag énergie finalement et un bilan carbone, on va dire, c'est aussi l'objectif recherché. Le bilan carbone, on va vraiment avoir pour objectif finalement de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées donc par l'activité ou par les bâtiments, leur utilisation et leur construction. Et donc, à l'issue d'un bilan carbone, on va atterrir sur, en tout cas, un livrable qui va détailler donc les émissions en tonnes de CO2 à l'échelle
de la foncière. Et donc, c'est-à-dire, on va vraiment venir analyser l'ensemble des sites de la foncière. Là où le diagnostic énergétique, ça va vraiment être plutôt une approche beaucoup plus opérationnelle, où on va se centrer donc sur ce qu'on appelle effectivement donc plutôt la partie donc scope 1 et scope 2, donc les émissions qui sont générées par la consommation énergétique directe ou indirecte, et qui va vraiment là avoir pour vocation de venir justement identifier les leviers de réduction sur la consommation énergétique. Donc pour synthétiser, on a un bilan carbone qui a plutôt une approche, on va dire, globale et qui vise vraiment à comptabiliser l'impact carbone et climatique de l'actif, ou en tout cas de la structure, et le diagnostic énergétique qui, lui, va vraiment pour vocation de venir identifier les leviers de réduction qui vont pouvoir être mis en place pour optimiser donc la consommation énergétique du site. Peut-être on peut revenir, Marie, sur le cas qui a été évoqué tout à l'heure, présenté, le premier. Dans votre donc, cas pratique en immobilier logistique, de quelles normes ICPE l'entrepôt bénéficie-t-il? C'est important car la valeur, les travaux d'amélioration énergétique ou d'installation de PV n'est pas toujours compatible avec la norme en vigueur. Tout à fait. Alors, donc nous, dans le cadre de cette foncière-là, on avait très peu finalement de contraintes liées aux classifications ICPE. En revanche, c'est quelque chose qu'on regarde systématiquement, notamment sur toute la partie photovoltaïque. Bien évidemment que s'il y a de l'entreposage de matières, on va dire, dangereuses, inflammables, etc., les assurances ne voudront pas assurer la mise en place de photovoltaïque en ombrière ou en toiture. Donc c'est bien évidemment des contraintes que l'on regarde systématiquement, justement dans le côté faisabilité en fait, de mettre en œuvre nos projets d'efficacité énergétique comme d'énergie renouvelable. On a déjà pu répondre à la question suivante sur le gain en autoconsommation, mais je passerai à celle qui vient ensuite. Si le gain sur la facture énergétique est moins élevé que prévu, c'est un sujet de rémunération et ça a trait à l'engagement de R3, peut-être pour Benjamin. R3 propose-t-elle une garantie de performance et rembourse-t-elle le gain non réalisé? On est sur ce sujet de bonus-malus, finalement. Alors déjà, un point, je pense, important, c'est de dire qu'aujourd'hui, R3 prend des engagements donc, sur la consommation énergétique du site et pas sur la facture, puisque donc ça, en tout cas, il y a un volet sur lequel on n'a pas la maîtrise. Donc nous, les engagements qu'on va prendre, en tout cas, c'est sur la diminution donc, en kilowattheure, en mégawattheure par rapport à votre situation actuelle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on met en place une feuille de route sur laquelle on prend un engagement de réduction de vos consommations de 10, 12, 15% à horizon 5, 6, 8, 10 ans. Si R3 n'atteint pas les objectifs fixés sur la base des différentes échéances qu'on aura contractualisées ensemble, effectivement, il y aura des pénalités qui s'appliqueront et donc ce seront des pénalités contractuelles dont on discute pour voir l'impact sur la rémunération de notre prestation donc de services et de conseils. Deux questions qui portent sur les SPV dont on a parlé pendant la présentation. Donc peut-être réexpliquer le fonctionnement d'une SPV qui en quelque sorte est une société dédiée qui permet de déconsolider des investissements plutôt que de les réaliser sur le bilan de l'entreprise. Je peux apporter cette première réponse. Et comment aussi on transfère les actifs à la SPV? Question complémentaire. Alors donc effectivement déjà la SPV on va avoir R3 déjà qui va pouvoir porter la dette avec le Crédit Agricole au lieu que ce soit le client final. Donc ça permet de préserver une partie de la trésorerie. Par exemple pour un investissement de 1 million d'euros de travaux, on va vous permettre de lisser cet investissement en format loyer. Donc ça va vraiment être des redevances annuelles à nous verser pour nous rembourser justement la totalité des travaux. Donc ça permet d'avoir déjà un projet clé en main parce qu'en fait on vient nicher et les actifs et tout ce qui va être prestation de services dans une seule et même entité juridique. Donc finalement c'est juste une simplification de ce type de projet-là. Ça vous permet aussi d'avoir un regard sur tous ces investissements qu'on va pouvoir porter. Ensuite sur le transfert des actifs à la SPV, ça c'est des choses aussi avec lesquelles on discute directement avec nos clients en fonction de plein de paramètres finalement à prendre en compte, en fonction de la durée sur laquelle on va financer les actifs. Est-ce qu'on est plutôt sur du 5, 8, 10 ans, mais également il faut le calquer sur la durée d'acquisition
du bien immobilier, parce qu'on ne va pas mettre un contrat de 10 ans sur un actif que vous allez forcément céder au bout de 5 ans. Donc voilà, donc on réfléchit ensemble justement sur toutes ces clauses de sortie, donc c'est soit des transferts de contrats, soit un rachat de la somme de loyer restant due. Une question qui est très large et difficile à répondre. Quelle est la durée moyenne du retour sur investissement? Alors, tout va dépendre, vous allez sans doute apporter cet argument, Marie, tout va dépendre de l'investissement qu'on réalise. Mais quelque part, une première réponse qui était donnée tout à l'heure, c'était aussi de faire l'inventaire de toutes les actions qui sont possibles et avec les dirigeants de Foncière, d'estimer quelles sont celles qui sont les plus pertinentes quelque part pour décarboner rapidement et de les engager d'abord avant peut-être d'aller chercher des gains complémentaires ultérieurs. Exactement. On va avoir vraiment une notion de temps de retour sur investissement qui va être très dépendante de plein de choses. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner une seule et unique bonne réponse, mais typiquement sur le cas que j'ai pu prendre en exemple, tout ce qui va être pompe à chaleur ou investissement, on va dire, les plus faibles, on avait des temps de retour sur investissement quand même entre 8 et 10 ans, tandis que sur la mise en place d'un système de géothermie, c'est quand même des équipements qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que les équipements qu'on voit de manière assez classique. Donc là, on a été plutôt sur un retour sur investissement plutôt entre 12 et 15 ans de mémoire. Donc effectivement, ça va vraiment dépendre de chaque paramètre, on va dire, des sites. Je vois qu'on arrive au terme du temps qui était prévu, mais il nous reste deux, trois questions à traiter. J'espère que l'ensemble des participants qui sont avec nous pourront prolonger de quelques petites minutes avant de conclure. En tout cas, voilà beaucoup d'intérêt à travers les questions qui nous ont été posées. Peut-être la suivante, dans le BGS de la Foncière, on y revient, l'activité des locataires est-elle prise en compte? Alors, la réponse, en tout cas, aujourd'hui, ça va dépendre effectivement des objectifs que vous allez vouloir vous fixer, en tout cas lors de la réalisation de votre bilan carbone. On peut prendre effectivement en compte une partie de l'activité de vos locataires lors de la réalisation d'un bilan carbone. Ça va dépendre aussi de l'activité de vos locataires, puisque par exemple, on a rencontré aussi des foncières qui, comment dirais-je, ont du résidentiel. Donc la réponse est un peu, ça dépend, et je répondrai plus précisément à cette question avec plaisir lors d'un rendez-vous. Question peut-être plus générale. Comment ou pourquoi mettre des panneaux subventionnés dont le coût est important? Ils peuvent d'ailleurs, on nous signale, être fabriqués en Chine, alors que l'on a une production d'électricité en France qui est plutôt supérieure à la demande et que le surplus est revendu à l'étranger. On fait de l'export, c'est vrai, à des prix en dessous des coûts de production de l'électricité dite verte. Une première réponse, c'est peut-être dans la consommation d'électricité. Bon, on voit bien que les énergies renouvelables sont intermittentes, mais on voit bien aussi que la consommation d'électricité globale en France, elle est importante et elle tient surtout beaucoup en compte, et vous l'avez abordé tout à l'heure, l'électrification des flottes automobiles à travers notamment les bornes de recharge et l'équipement de véhicules. Donc la consommation, elle est attendue en très forte hausse. Et c'est aussi pourquoi on combine différents facteurs de production. Bien sûr le nucléaire, mais aussi l'éolien, le photovoltaïque qui se développe. Et peut-être, j'apporte un bout de réponse, mais vous pourrez compléter, c'est aussi l'installation de panneaux solaires sur un site, que ce soit pour un particulier, pour une entreprise. C'est aussi, quelque part, de s'assurer un prix de l'énergie qui soit régulier sur la durée, plutôt que d'être quelque part tributaire des hausses, des baisses du prix de l'électricité. Exactement. Vous avez exactement cité les raisons principales de continuer justement à investir dans des projets photovoltaïques, notamment en autoconsommation. Je sais qu'actuellement, il y a eu un contexte où on a pu être amené à revendre même de l'électricité sur un tarif de rachat négatif. Ça a pu arriver récemment, mais c'est quand même des phénomènes qui sont assez rares et assez
ponctuel et on oublie très fréquemment que lorsqu'on a eu notamment le conflit géopolitique en Ukraine, les prix de l'énergie se sont totalement envolés avec des hausses qui étaient exorbitantes et parfois même des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte justement parce qu'ils n'étaient plus en mesure de payer ces coûts-là. Donc en fait, installer du photovoltaïque, ça contribue justement à vous rendre plus autonome, à fiabiliser les coûts liés à votre consommation énergétique. Et donc en fait, oui, d'avoir une sécurité sur 20 ans. Parce que maintenant, on a des temps de vie des centrales photovoltaïques quand même assez élevés. Peut-être la dernière question pour terminer, je vais y répondre rapidement. C'est quelque part, on l'a abordé à travers les sujets de réglementation. C'est le gouvernement ne vient-il pas stopper les subventions? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Stopper, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais en tout cas revoir les principes de subventionnement. C'est vrai que le développement des énergies amené un fort subventionnement par l'État qui est en train effectivement d'être revu. Ça mériterait sans doute une présentation plus complète sur le sujet. D'ailleurs, dans quelques jours, pour information, nous avons un deuxième événement à la fin du mois, le 27, sur l'autoconsommation, donc qui va traiter ces sujets d'investissement et de subvention. Donc nous avons le plaisir de vous inviter. Et quelque part, je vais profiter donc pour remercier l'ensemble des participants qui ont été avec nous aujourd'hui. Remercier aussi nos banques régionales, les caisses du Crédit Agricole, mais aussi LCL qui était présent pour organiser ce webinaire. Remercier également les professionnels de l'immobilier, ils se reconnaîtront, qui travaillent en région ou dans les filiales, investis sur ces sujets liés à l'immobilier et en particulier aux foncières. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et n'hésitez pas donc à nous faire appel pour approfondir vos projets. Merci. Au revoir. À tous. Merci. Au revoir.